Alors, nous sommes le samedi 17 mars, en présence de Jean-Christophe, que tout le monde connaît sous le nom de l'effet Dumas, parce qu'en fait, il s'appelle Jean-Christophe Dumas, et son invention a défrayé un peu la chronique et provoqué des buzz énormes il y a une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, il y a 4 ans, essentiellement. Et donc aujourd'hui, comme on est vraiment sur le thème de l'énergie libre au niveau du Conseil national de transition, on est là avec Jean-Christophe qui va un petit peu répondre à nos questions, mais surtout, Jean-Christophe, la première question qui me vient, et puis je crois que c'est celle de beaucoup de gens, c'est qu'effectivement, il y a quelques années, ça a fait un boom énorme. Tout le monde en a parlé, etc. Et on a appris peu de temps après que des scientifiques s'y étaient intéressés et avaient confirmé vos travaux. Oui, et puis ensuite, ça a été le silence. Oui. Et ça, c'est assez incompréhensible, parce que beaucoup de gens comme moi, forcément, se disent, bon, bah, à partir du moment où une invention apporte tellement à un pays, parce que c'est vraiment un pays qui tout d'un coup peut prendre une avancée sur le reste du monde, et que la France en a tellement besoin économiquement, comment se fait-il que tout d'un coup on est dans le silence total, on n'a plus de nouvelles? Ben, c'est très simple, Eric, c'est parce que ce procédé est un procédé de fusion froide. Donc je vais expliquer tout à l'heure pourquoi et comment ça fonctionne, et pourquoi c'est un procédé de fusion froide. Et si demain le prix de l'énergie s'effondre, parce que la fusion froide c'est la porte d'accès à l'énergie gratuite et illimitée. C'est de la conversion de la matière en énergie dans des conditions qui sont tout à fait exceptionnelles. Donc si demain ce procédé de fusion froide il est déployé partout, bah, vous avez les industriels du pétrole avec leurs 55 trilliards de dollars d'échanges commerciaux, hein, que ça va fondre à la moitié parce qu'on n'aura plus besoin du pétrole que pour faire du plastique. Vous allez vous retrouver avec tous les nucléocrates qui ont investi des milliards en recherche et développement sur des projets comme ITER. ITER c'est probablement 25 milliards, peut-être même plus, je ne sais pas. Hein. Les EPR, tout ça, ça vaut tripette. Ça vaut plus rien. Donc ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que des procédés comme ça sortent sur la place publique. Maintenant, je vais apporter un correctif. Je ne pense pas avoir inventé ce procédé. Je pense que ce procédé, ils l'ont depuis près de 50 ans, minimum. Depuis qu'ils se sont penchés sur la cavitation, ils se sont penchés sur la cavitation dans les années 1910, à la demande de la reine Victoria. Donc depuis, il y a des ingénieurs qui ont sûrement gratté sur le sujet et découvert qu'on avait des excellents d'énergie. Donc, je pense être le découvreur et le vulgarisateur de ça. Le redécouvreur et le vulgarisateur. D'accord. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Alors maintenant, je vous laisse expliquer tout le schéma pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors, d'abord, je vais expliquer ce qui m'a poussé à me rapprocher du Conseil national de transition. Donc, il s'avère que j'ai vu une de tes vidéos, Eric, où tu lances un appel du pied à l'énergie libre. Donc il faut savoir qu'énergie libre et fusion froide, c'est une grande famille. Hein. C'est à peu près la même chose, avec des nuances et des détails près, mais grosso modo, c'est des portes d'accès à l'énergie gratuite et illimitée. Donc dans une de tes vidéos, Eric, tu lances un appel du pied en parlant de fusion froide et d'énergie libre. Et moi, j'ai vu ta vidéo, donc j'ai rebondi immédiatement. Je t'ai contacté par Internet, et nous voici aujourd'hui en train de faire cette vidéo. D'accord. Alors explique aux gens maintenant. Alors maintenant on va expliquer aux gens de quoi il en retourne. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui c'est de la fusion froide par cavitation. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types il y a plusieurs moyens de faire une fusion froide. Donc ce que je vais parler aujourd'hui c'est de fusion froide par cavitation. Donc dans les années 1910 on a découvert l'existence de bulles de cavitation parce qu'il y avait des hélices en bronze des bateaux qui étaient abîmées de manière inexplicable. Donc la reine Victoria à l'époque a commandité une étude là-dessus et on s'est rendu compte en fait que les hélices des bateaux étaient abîmées, donc le métal était abîmé par des bulles minuscules qui se formaient lors du passage des hélices. Donc le passage des hélices crée une pression et une dépression dans l'eau et instantanément dès qu'on a une pression et une dépression dans l'eau, donc un changement de densité immédiat du liquide et très rapide, très brutal, et bien apparaissent des bulles de cavitation. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce procédé, je voulais fabriquer une chaudière, donc en utilisant l'idée du chauffe-café des prisons, que tu connais bien, puisqu'on en a parlé. Donc l'idée du chauffe-café des prisons, c'est de rapprocher deux plaques de métal et de faire passer un courant alternatif dedans. Jusque-là, rien d'extraordinaire, les prisonniers sibériens utilisaient ça par grand froid. Et ils démontaient le culot de l'ampoule et puis tiraient deux fils
et il mettait de lame de rasoir, il faisait ça, tremper ça dans le café. Bon, de là, j'ai eu l'idée de vouloir faire une chaudière avec ça, parce que je me suis dit, c'est tellement simple que la chaudière ne va pas être chère à fabriquer. Donc je pourrais avoir une chaudière économiquement compétitive. Et puis, les plaques de métal, je les ai rapprochées de plus en plus, jusqu'à des écartements extrêmement faibles. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'écartement extrêmement faible favorisait le changement de densité du liquide au passage du courant électrique. Donc le courant électrique provoquait un changement de densité dans le liquide, et à ce moment-là, j'avais une ébullition instantanée. Alors là, je me suis dit, waouh, ébullition instantanée de l'eau. Tout le monde a vu le film L'Associé du diable, où Al Pacino trempe son doigt dans le bénitier et le fait bouillir. Dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de fort, l'eau qui bout instantanément. De même que de l'eau qui gèle instantanément, de l'eau supercritique ou en état de surfusion, et ben c'est quand même des phénomènes exceptionnels. Donc le phénomène attire toute mon attention. Et de là, ben je creuse, j'ai creusé sur des années avec des physiciens, avec des ingénieurs en électronique, avec des amis, autodidactes comme moi, parce que j'ai pas la prétention d'être diplômé. J'ai pas la prétention d'avoir inventé l'eau tiède ou l'eau chaude, ni la poudre. Simplement, je constate un phénomène que j'estime être exceptionnel. C'est ce qui m'a poussé à gratter dessus et à investiguer la question. Donc de là, ben, je me retrouve après moult péripéties en Ardèche, je signe un contrat avec un groupe qui travaille dans les énergies renouvelables, et de là on développe et on creuse la question avec des physiciens, avec des gens du CEA, avec toutes les péripéties qui sont mentionnées sur la page Facebook de l'effet Dumas. Donc ceux qui ont envie de connaître l'histoire, ils ont toute l'histoire là-dessus, il y a juste quelques dites quand même en deux mots, qu'est-ce que c'est que le CEA, parce que Commissariat à l'énergie atomique. Oui. Donc l'entreprise en question s'est adressée au CEA, ce qui est coulé de source, et de là on a réussi à avoir de la spectrométrie de masse qui nous a mis en évidence une anomalie. L'anomalie, c'est la baisse du signal oxygène. Il n'y a rien qui explique une baisse du signal oxygène. Donc qu'est-ce que devient l'oxygène? Donc de là, on avait aussi un dégagement d'hydrogène qui pouvait très bien correspondre à une cavitation. Donc de là, le professeur en charge du dossier, dont je ne peux pas nommer le nom, qui est un monsieur d'origine russe, donc le professeur en charge du dossier décide de mettre en place un test dans une solution de terbutanol. Et là, on a un dégagement d'acétylène. Mais ce test n'était pas anodin, parce que le dégagement d'acétylène dans du terbutanol, c'est un marqueur de cavitation. C'est un marqueur chimique de cavitation, en fait. C'est ce qui se produit quand on a une cavitation. Dans le terbutanol, s'il y a une cavitation, on a une transformation en acétylène. D'accord, donc c'est ce qu'il faut confirmer. Excusez-moi, c'est un peu technique quand même. Mais ça confirmait donc bien... Ça confirmait le fait qu'on avait... Le principe de cavitation. Voilà, tout à fait. Ça confirmait qu'on avait une cavitation dans le dispositif de l'effet Dumas. Donc de là, ça soulève une question. Quel est le rendement et le bilan énergétique d'une bulle de cavitation? Et de là, je vais donner des sources précises maintenant, je vais nous renvoyer aux articles de Sciences et Vie, Sciences et Avenir, notamment de numéros parus en août 2005. Mais il y en a une dizaine de numéros sur le sujet. Donc, où les plus grands cerveaux du monde ont cherché à mesurer la température déjà qu'il y avait à l'intérieur d'une bulle de cavitation. Donc apparemment, il y aurait eu un laboratoire américain qui aurait mesuré la température interne, je dis bien interne, d'une bulle de cavitation au-dessus du 1 million de degrés. Ah oui. Et la température externe, donc sur le bord de la bulle au moment où elle s'effondre, 4000 degrés. Donc la température de la surface du Soleil. Donc on a une petite crevette qui s'appelle la crevette pistolet, dans un documentaire du National Geographic, qui nous montre comment elle fait une bulle de cavitation sur sa pince, et comment elle tue un crabe avec. Donc le crabe il est tué instantanément. 4000 degrés plus l'onde de choc, parce qu'il y a aussi une onde de choc, donc il y a un effet mécanique, il y a un effet chimique, et il y a un effet thermique extrêmement puissant. Donc de là, moi j'aimerais aujourd'hui savoir quel est le rendement de cette bulle de cavitation. Alors il a été calculé évidemment, ce rendement, mais c'est bien planqué sous le tapis. C'est-à-dire que ceux qui ont calculé ces rendements-là n'en laissent pas de traces sur Internet, curieusement. Très difficile de trouver des mesures de rendement d'une bulle de cavitation. Donc moi je me suis dit, je suis incapable, comme je ne dispose pas du matériel,
Comme le CEA commence à traîner des pieds pour aller plus loin, parce que le CEA, dès qu'ils ont eu de l'acétylène dans du terbutanol, leur attitude a changé, immédiatement. Donc ils ne répondaient plus au téléphone. Le problème, c'est qu'on payait. Le montant de l'ardoise, c'était quand même 5 500 € pour les tests. Donc ils étaient quand même obligés de nous donner des explications. Et puis les personnes avec qui j'étais sous contrat, donc le groupe avec qui j'étais sous contrat, c'est pas non plus des enfants de cœur, ils ont des avocats, donc ils avaient quand même les moyens d'obtenir quelques informations qu'ils ont obtenues. Donc aujourd'hui, on a pu avoir les données brutes, des expériences. Les expériences, ils ont refusé de nous mettre leur interprétation. C'est-à-dire qu'ils nous ont livré des résultats sans nous livrer de conclusion qui allait avec. Donc on a trouvé ça très bizarre, qu'il n'y ait pas de conclusion. Ouais, bien sûr. Et leurs résultats, ils laissent transparaître deux choses énormes. Donc on a de l'acétylène dans les terbutanol après expérience, après traitement de l'eau, pas de l'eau, de la solution. Ouais. Et on a une baisse du signal oxygène en spectrométrie de masse. Donc ça, c'est complètement inexplicable, c'est des anomalies totales. L'oxygène, ça ne disparaît pas, soit ça se transforme en autre chose, ce qu'on n'a pas détecté, on n'a pas détecté cette transformation de l'oxygène, soit ça part en combustion ou en diffusion, soit ça brûle. Donc cette baisse du signal oxygène, comme dans l'eau il n'y avait rien qui brûlait, on a poussé les investigations encore plus loin. Et dans les filtres du cryostat qui a été utilisé au CEA, ils ont retrouvé des microsphérules de fer. Donc des microsphérules, ça veut dire que le fer de la boule, il y a eu un arrachage du métal sur les parois externes de la boule à haute énergie, qui a fait des microbilles de fer. Alors comme cette cavitation, c'est pas une grosse cavitation, c'est une nanocavitation. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les 50 décibels de la crevette pistolet, parce que la bulle est beaucoup plus grosse pour la crevette pistolet. Par contre, elle n'en fait qu'une de bulle. Parce que nous, on en fait des milliers dans le... D'accord. Et c'est beaucoup plus intéressant de faire beaucoup de petites bulles si on veut fabriquer de l'énergie, que d'en faire une grosse. Parce que c'est beaucoup plus facile de maîtriser des nanobulles de cavitation. Et c'est beaucoup moins destructeur pour les matériaux du dispositif. Donc plus on réduit la taille des bulles, et moi donc j'ai suggéré aux gens avec qui j'étais sous contrat d'améliorer le dispositif. Donc pour l'améliorer, j'aurais suggéré un test avec un générateur de fréquence. Donc on a commandé, on a loué un générateur de fréquence qui pouvait monter jusqu'à 1200 Hz en courant alternatif, sans perdre trop de puissance. Parce que plus on monte en fréquence, plus on perd de la puissance sur ces appareils-là. Donc si au départ, sous 220 volts, 50 Hz, je pouvais injecter dans le dispositif 4 kW/h, et bien avec le générateur de fréquence, je pouvais injecter sous 110 volts plus qu'1,5 kW environ. Mais on constate, on passe d'un rendement avec le générateur de fréquence immédiat, on passe d'un rendement d'environ 115-120% qu'on avait constaté lors de nos tests, sans générateur, à un rendement de près de 160% avec générateur. Donc de là, on a le process pour améliorer le rendement. Et lors de l'expérience, on a eu donc, parce que l'appareil est troué et percé sur le haut, donc on avait une mousse blanche qui s'échappait par les orifices. Donc on n'a pas pu le mesurer sur le coup, il nous aurait fallu des lasers, et c'est très compliqué de prendre des températures laser dans de l'eau bouillante, parce que ça fausse la mesure. D'ailleurs c'est déconseillé. C'est très compliqué aussi de prendre avec des appareils qu'on aurait insérés à l'intérieur, parce que la cavitation aurait détruit les sondes. Donc on ne pouvait pas mettre de sonde, donc on a mesuré quand on a pu. Mais on a quand même eu de l'eau à l'état supercritique. Qu'est-ce que ça veut dire, supercritique? Ça veut dire au-dessus de 100 degrés, parce que l'eau part en vapeur à 100 degrés. Ouais. Et quand elle arrive au-dessus de 100 degrés, et qu'elle ne part pas en vapeur, elle forme une espèce de mousse blanche. Enfin moi c'est ce que j'ai constaté lors de l'expérience, une mousse blanche. Au lieu que ce soit de la vapeur d'eau qui s'échappait des trous, c'était une mousse blanche. Donc la seule conclusion possible, qui demande encore à être validée par des expériences, hein, bien sûr, hein, parce que moi je n'ai pas encadré tout le sujet, mais la seule explication possible dans cet état-là, c'était qu'on avait de l'eau supercritique, à plus de 100 degrés en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, donc tous les tests
toutes les expériences initiales avec des professionnels, on va dire, des physiciens diplômés, et plus que diplômés, vont dans le sens positif. Donc logiquement, on s'attend à ce que tout ça soit complètement pris en charge par un grand labo. Je fais des vidéos pour le demander d'ailleurs. On teste toutes les tailles de boules, qu'on teste un petit peu toutes les conditions, tous les métaux. C'est pas tellement la taille de la boule, les grosses interactions, elles viendront de la nature de l'eau, des matériaux qui composent le dispositif. Donc effectivement, les matériaux ont une incidence énorme par le phénomène de ionisation des métaux. Les matériaux, la nature du liquide, et surtout, le principal axe d'amélioration, c'est de triturer les courants électriques dans tous les sens. Le courant qu'on injecte est le principal levier d'action sur la bulle de cavitation. C'est un peu, le courant qu'on injecte est un peu l'équivalent du mouvement de la pince de la crevette, en quelque sorte, d'une certaine façon. C'est un peu le catalyseur de la réaction. Alors on se demande forcément, là, durant ces dernières années, toutes ces études sont en cours, sont d'un jour à l'autre, ça va tout sortir. Je vais y venir. Je vais y venir. Donc, on procède à tous les tests qu'on a pu procéder avec les moyens qu'on avait. Le budget des gens qui me soutenaient n'était pas non plus illimité, malheureusement. Je ne suis pas le CERN. Et de là, le groupe qui me soutient décide de déposer un brevet mondial. Ce qui fut fait. Donc le brevet aujourd'hui, il est sur Internet, il sera accordé. Mais il ne sera pas accordé sous l'étiquette fusion froide. Il va être accordé sous l'étiquette génération de bulles de cavitation à l'aide d'un courant électrique. Ouais. Mais rien que cette phrase en soi, c'est un procédé révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui, on savait faire la bulle de cavitation de deux façons. On savait la faire avec des ultrasons, ce qu'on appelle la sonofusion. Donc on focalise des ultrasons sur un point précis dans l'eau, et là va se former une bulle de cavitation. Donc ça a donné toute une discipline, la sonochimie, sonofusion. Jean-Pierre Petit parle très bien du parti qu'on peut tirer de la cavitation sur son blog. Donc faut vraiment que les gens qui nous critiquent s'ouvrent un peu le cerveau. Parce que là, il y a quand même le plus grand physicien, un des plus grands physiciens français, qui est Jean-Pierre Petit, qui nous explique qu'avec des bulles de cavitation, on peut les utiliser comme une source d'énergie. Et il fait un pavé comme ça, sur les expériences qui ont été faites, et il vous met même le lien de l'appareil à ultrasons. Où l'acheter aux États-Unis pour 220 $, en plus c'est pas cher. Donc ces bulles de cavitation, c'est une source d'énergie, personne ne peut revenir là-dessus. Ceux qui reviennent sur la cavitation, c'est des menteurs. C'est une source d'énergie qui est capable d'arracher du métal d'une paroi métallique, qui est capable d'émettre un bruit épouvantable. D'ailleurs, dans le fonctionnement du résonateur, c'est une nanocavitation. Pourtant, l'appareil, dès qu'on branche, on entend une vibration, très nettement. Tu as pu le constater, Eric. Tout à fait. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas un effet Joule, parce qu'un effet Joule, ça ne fait pas de bruit. Trouvez-moi un effet Joule qui fait du bruit. Donc, l'effet Joule ne fait pas de bruit, est entièrement silencieux, puisque c'est une dissipation d'énergie à l'intérieur d'un matériau. Et ça a 100% de rendement, l'effet Joule, puisque quand l'énergie se dissipe avec l'effet Joule, elle se dissipe en chaleur. Donc si on mesure la chaleur, on retrouvera automatiquement l'électricité injectée sous forme de chaleur avec l'effet Joule. Donc 100% de rendement, c'est acté. Après, il y a ceux qui ont la possibilité de mesurer avec précision, donc qui vont vous dire 99,999, parce qu'il y aura toujours un électron qui sera perdu quelque part. Quoi, mais bon. En gros, pour vulgariser, on va dire 100%. Donc on a fait des tests comparatifs entre les résistances et le résonateur. Et on a toujours environ entre 15 et 20% en plus dans le bilan énergétique en faveur du résonateur par rapport à la résistance. Ce qui insinue en fait que le résonateur à l'état brut est 20% supérieur à l'effet Joule, donc dépasse les 100% de rendement. Donc on a un excédent de chaleur. Alors on n'a pas qu'un excédent de chaleur, on a mesuré que la chaleur. En fait, mais il faut mesurer le bilan chimique. Donc le bilan chimique, c'est les gaz, l'hydrogène c'est un gaz qu'on peut brûler, donc on doit le réintégrer dans le bilan énergétique final. Mais il y a aussi l'onde de choc, parce que la bulle de cavitation, quand elle s'effondre, elle a une onde de choc qui est tellement puissante. Je vous parle des bulles, des grosses bulles faites sur les îles du Charles de Gaulle, par exemple, qui ont changé d'ailleurs à cause de ça. Et cette onde de choc, elle pourrait envoyer de baseball en orbite basse, avec sa puissance.
Donc moi, je serais curieux d'entendre des scientifiques, notamment un qui se fait le chantre de la fusion froide, nous parler de l'onde de choc de la bulle de cavitation, comment il la mesure dans ses tests de fusion froide, comment il la réintègre dans le bilan énergétique global, ou comment il a fait disparaître cet excédent d'énergie, avant de communiquer ça au grand public. Aujourd'hui, j'affirme persistissime au bout de 5 ans que la bulle de cavitation est une source d'énergie inépuisable, gratuite. Si on sait la mettre dans des conditions de production d'énergie, bien sûr, hein. Pas dans des conditions de torpille à supercavitation, parce qu'on utilise ça, les militaires utilisent aussi beaucoup la cavitation, notamment dans les torpilles. Les Russes ont une torpille qui est extrêmement performante, qui utilise la supercavitation pour aller 10 fois plus vite qu'une torpille normale. Vous en avez entendu parler. Je ne saurais pas le prononcer en russe, c'est Jvar ou quelque chose comme ça, la torpille Jvar, Jvarna. Mais enfin, c'est très efficace et puis ça évite toute contre-mesure électronique parce qu'elle arrive tellement vite que tu n'as pas le temps de réagir. Bon, en tous les cas, quand on entend un petit peu tout ce que vous dites au niveau technique, on se dit qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un gros laboratoire, vous avez une vingtaine de pensez-vous que je suis un chercheur maudit, moi. Vous avez une vingtaine de physiciens qui travaillent avec vous, qui font les tests dans les domaines, etc. Alors, pourquoi on n'entend plus parler de rien? Déjà, on n'entend pas plus parler de rien, puisqu'il y a eu des communications de mon entourage dans des vidéos, notamment dans des vidéos d'IM Media, avec Laurent Fent, donc, qui sont très récentes, où on continue de soutenir notre idée. Donc j'ai un entourage qui soutient complètement cette idée, donc je ne suis pas le seul à le dire. Il y a une entreprise qui a déposé un brevet mondial sur mes recherches, je suppose qu'ils ne sont pas maso. Je suppose que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient des bonnes raisons de penser que c'était rentable économiquement. Bien sûr. Hormis le principe de cavitation, il n'en reste pas moins que le procédé que je mets sur la table aujourd'hui, c'est le procédé de chauffage de l'eau le plus rapide que j'ai jamais vu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, non, c'est vrai. Voilà. Donc c'est extrêmement rapide. Donc dans tous les cas de figure, c'est un apport à la société. Puisque moi, je ne demande rien en contrepartie. Et c'est justement ce qui fait la force de mon action, c'est que moi, je n'ai pas fait d'argent avec ça, autre que ma fiche de paye de fin de mois pour donner mon expertise. Je n'ai pas cherché à faire de fric. Ce qui s'est passé, ça s'est passé par concours de circonstances. Et je n'ai pas de volonté délibérée de faire ma promo personnelle. Mais on a quand même le sentiment qu'il y a comme une forme d'étouffement. Oui, alors je vais y venir. Alors cet étouffement, on s'en est rendu compte quand on a balancé à Joyeuse en 2014, le 7 avril 2014, jour de mon anniversaire. On a balancé à Joyeuse sur la place publique, donc le procédé en open source. Donc on avait une salle de cinéma, on a fait un film là-dessus, tout le monde peut voir le film qui est encore sur internet. Et donc de là, ce qui s'est passé aussitôt, j'ai été attaqué par une cohorte de trolls sur internet. Ça a été un déchaînement, mais on s'y attendait. On sait comment fonctionne le système, on sait qu'il y a des intérêts industriels, que les gens qui profitent de ces intérêts industriels actuels, ils se feront tuer sur place plutôt que de dire que j'ai raison. Parce que si j'ai raison, leur intérêt industriel, ça retombe comme un soufflé au fromage, notamment dans le domaine pétrolier. Bien sûr. Il n'y a plus d'intérêt de construire des voitures où on roule du pétrole, alors qu'avec des bulles de cavitation, on peut fabriquer suffisamment d'énergie pour recharger des batteries de voitures électriques. Donc de là, la voiture complètement autonome, c'est plus un mythe. Il suffit juste d'explorer un peu le sujet. Donc moi, je m'estime aujourd'hui être un lanceur d'alerte. D'ailleurs, je suis tombé sur un truc extraordinaire dans ma vie par un concours de circonstances. Cette chose extraordinaire aujourd'hui, je veux la faire pour partager à mes frères humains. Parce que j'estime que c'est bon, quoi. On a assez souffert comme ça. On va les laisser agir jusqu'où, ces gens? Ils sont en train de transformer la Terre en un caillou mort qui va se promener dans l'espace. Exactement. Ok? Donc moi aujourd'hui, ça ne va pas leur faire. Donc j'utiliserai tous les moyens à ma disposition, parce que la bulle de cavitation, ça reste quand même le feu de Prométhée. C'est bien supérieur à tout ce qu'ils savent faire au niveau nucléaire. Parce que l'implosion, comme disait Victor Schauberger, qui a été probablement un des plus grands savants du siècle dernier, avec Einstein, hein, il avait mis au point le moteur à implosion. Il existe une science de la destruction, qui est la science de l'explosion, et une science qui crée, qui est la science de l'implosion. L'explosion détruit, l'implosion crée.
D'ailleurs, je ne serais pas étonné que le Big Bang soit pas venu d'une explosion, mais plutôt d'une implosion de vide qui s'effondre sur lui-même. Parce qu'on a la même chose dans l'eau. Bref, on ne va pas se lancer dans des trucs. Donc, aujourd'hui, il y a une science qui est complètement laissée de côté, qui est la science des cellules de cavitation. Alors, bien sûr, il y a des labos dans le monde qui grattent là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ils grattent pour faire des crèmes cosmétiques et pour casser les cailloux dans les reins. Ouais. Hein, on utilise l'onde de choc pour casser les cailloux dans les reins, pour faire des crèmes cosmétiques. On laisse ça dans les sujets mineurs, alors que c'est une source d'énergie qui pourrait changer la face du monde. Pourquoi? Il n'y a pas de déchets nucléaires. Aucun déchet avec la cavitation. La cavitation ne provoque rien en termes de déchets nucléaires. Alors, on a fait des tests, hein, on a utilisé des dosimètres, on a utilisé des gégères, il n'y a rien. Donc c'est pas la peine de chercher de la radioactivité, il n'y en a pas. C'est vraiment un phénomène particulier. Moi, j'en ai pas la compréhension totale de ce phénomène. Je suis allé jusqu'où je pouvais aller avec mes moyens intellectuels. C'est ce que c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'attirer l'attention sur un phénomène. Donc aujourd'hui, je m'estime être un lanceur d'alerte, et à ce titre, donc, j'ai décidé d'apporter mon soutien à la seule formation politique. Est-ce qu'on peut dire politique, Eric? Oui, quoi qu'on n'ait aucune tendance, d'aucune sorte, on est juste... Non, mais c'est justement, on peut faire de la politique sans être intégré dans un système qui a fait les preuves de son incompétence, de toute façon. Oui, disons qu'on fait de l'humanisme. On fait de l'humanisme, voilà. On s'intéresse au bien commun. On s'intéresse au bien commun. Et donc, à ce titre, moi j'ai proposé au CNT mon soutien en tant qu'humain et en tant que chercheur et lanceur d'alerte, de leur transférer toutes mes connaissances sur le sujet. De manière à ce qu'ils puissent, en cas de succès, ce succès me semble très peu probable, pour être franc, mais s'il y a une chance qu'il y ait un succès, on doit la courir. Donc on va la courir, quitte à prendre des risques. Ouais. C'est ce que M. Fioril d'ailleurs fait depuis un moment, il prend beaucoup de risques en s'attaquant à beaucoup de gens très puissants. Ouais, mais... Ce qui a attiré toute ma sympathie d'ailleurs, au passage. Puis je crois qu'au passage aussi, vous aussi été un petit peu... J'ai été très malmené. Malmené par les mêmes gens, en par fait, les mêmes, qui nous exactement, gouvernent, qui tiennent un peu tous les rênes de notre société. Alors moi, j'aime pas désigner des responsables. J'aime pas ça. Parce que l'histoire nous a montré qu'à chaque fois qu'on désigne des responsables, ça finit très très mal. Oui, puis ça provoque des abus, et puis on ne fait plus de distinguo. Et il faut, parlons franchement, hein, oui, on est là pour ça de toute façon. On parle de la franc-maçonnerie, qui a quelque part vous a entouré de tous les côtés. Ah mais ça c'est peu de le dire. Et a mis la main sur... En s'imaginant, je ne m'en rendais pas compte en plus, parce qu'ils ont cette particularité de s'estimer tellement au-dessus des autres que les autres sont des idiots. Donc même si j'avais un procédé de fusion froide, j'étais qu'un petit vénard qui avait trouvé ça dans son garage, j'avais aucune compétence ni aucune qualité. Puis d'ailleurs, je ne demande pas à ce qu'on reconnaisse mes qualités. Je demande juste à ce qu'on reconnaisse mon procédé. D'ailleurs, c'est pas mon procédé, c'est le procédé de tout le monde maintenant. Ben, c'est un petit peu comme le CNT. Voilà. C'est pas mon procédé, c'est celui de tout le monde. Et... Alors effectivement, ils ont même été jusqu'à tenter d'infiltrer ma famille, hein, avec des résultats que je ne veux pas évoquer ici. Hein, parce que le CNT n'est pas le bureau des pleurs. Mais qui vous ont quand même ils m'ont fait très gravement mal. affecté. Oui, ça m'a affecté. Non, gravement. Je savais que le coup viendrait de ce côté-là. Je le savais. Je le savais, mon père m'a initié très jeune au fonctionnement du monde et à ces choses-là. Hein, je savais que j'allais être confronté à ces gens-là tôt ou tard. Je savais qu'ils avaient un appétit pour tout ce qui touchait au domaine du nucléaire. Donc ça les intéresse énormément. À côté, pas loin d'ici, on a l'école des mines d'Alès. Hein. Donc c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à ces sujets-là. Hein, alors peut-être que ça peut servir leur vue philosophique. Mais bon, moi je pars d'un principe, c'est que si une petite crevette peut faire une bulle avec sa pince et que ça peut être une source d'énergie, c'est forcément quelque chose de positif. Si la nature l'utilise et que ça ne détruit pas le vivant, tout à fait. C'est forcément quelque chose de positif. D'ailleurs, il y a une science qui s'appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, exactement. Défendu par Idriss Aberkan, j'aime beaucoup le personnage. Et qui nous révèle en fait beaucoup de possibilités qu'on n'exploite pas encore. D'ailleurs, Idriss Aberkan a fait une vidéo sur la crevette pistolet et la bulle de cavitation au passage. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc, si je dis une connerie, je ne suis pas le seul à la dire. Oui, non mais... Il y a des éminents physiciens qui la disent aussi. D'accord.
Je vais parler un petit peu du CNT maintenant. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux t'en piquer une? Ouais, bien sûr, oui. Merci. Alors là, on se fait une coupure. Donc, on va prendre la... Je vais te laisser orienter la caméra sur moi, je vais me mettre à parler. Ouais. Alors attends, hein, je te cadre comme il faut, il faudra le couper. Je reste dans cette position. Donc. Hop. Alors fais en sorte qu'on te voit encore quand même, tu vois, que moi je vais être comme ça. T'inquiète. Et puis toi on te voit en... Prends ta position. Non. Ok. Il n'y a pas trop besoin de zoomer. Hein. Alors t'es dans le coin quand Voilà, même. bah, si on me voit ma figure, ça suffit. Voilà, ben. Et que toi tu sois toujours là. Comme ça c'est bon. Regarde, il y a un truc très simple. On va faire ça. On va pousser un peu là. Et ça sera parfait au niveau du éclairage. Ne change rien. Ok. Je mets pas plus de zoom, c'est pas dans le zoom. Hein. Alors, moi j'ai lu depuis longtemps ce livre-là, je le montre bien, je sais pas si on le... J'espère qu'on le verra clairement. En tous les cas, le titre c'est Énergie libre et technologie, et l'auteur s'appelle Jan Manning. Ce livre parle d'une cinquantaine d'inventeurs qui ont tous abordé l'énergie libre, les uns par des moteurs à eau, les autres par des moteurs énergie électromagnétique, et la troisième catégorie, ce sont les moteurs sans mouvement. À chaque fois que l'un d'entre eux a fait une démonstration devant des scientifiques, des journalistes, etc., qui ont donc pu vérifier la véracité de l'invention, à chaque fois, le lendemain même, ils étaient soit cambriolés par les services de l'armée, soit emprisonnés, soit suicidés. La quantité de suicides et d'accidents étranges qui est arrivée à tous ces gens-là fait réfléchir forcément. Et on est obligé de se dire que dans notre monde, il y a beaucoup trop d'expressions de ces moyens de vie qui seraient beaucoup moins onéreux et moins destructeurs de la planète que l'énergie fossile. Et donc, on dirait que ceux qui contrôlent l'énergie fossile ont réussi à mettre la main sur les gouvernements, sur les brevets, sur tout ça pour empêcher la concurrence. Et ben là, on arrive à une époque de notre monde où il devient absolument urgent et nécessaire de se libérer de cette forme d'emprise monopolistique et donc d'ouvrir la porte au concept d'énergie libre en tant que concept général. Et on a la chance d'avoir donc un inventeur français qui découvre un système qui ouvre d'énormes perspectives, qui reste à développer, qui reste à être exploité et dans une multitude de domaines. Et je crois que c'est une raison de plus pour que nous, simples citoyens, prenions la main sur notre pays pour ouvrir un laboratoire de ce genre, pour que des gens comme Jean-Christophe puissent exploiter tout leur savoir, toute leur connaissance, puissent aller jusqu'au bout de leur recherche, appuyés par d'autres que ça intéressera et qui a réellement tout un avenir complet. Et tout cela pour dire aussi que c'est une construction d'un nouveau monde qu'on est en train d'être sur le point de lancer. Et donc là, l'humanité est vraiment sur une fin d'un système et au début d'un nouveau système. Et ce début d'un nouveau système, on est très nombreux à vouloir que ça commence le 5 mai prochain. On est très nombreux à avoir trouvé aussi quelque chose d'original, qui est le Conseil national de transition, qui permet d'avoir un véritable système évitant toute forme de chaos, et ce qui n'est pas facile dans un changement aussi important. Et donc on a trouvé ce système, et maintenant il ne reste plus qu'à le mettre en place, et puis lancer ces laboratoires, et puis permettre que l'année prochaine, peut-être dès l'année prochaine, un tas de personnes pourront se chauffer correctement l'hiver, sans payer des factures monstrueuses, et puis que tout notre parc automobile va sûrement être revu, et puis il y a tellement de possibilités d'avenir qu'il faut que tout ça soit public, qu'il faut que tout le monde sache tout, qu'il n'y a pas à se cacher, qu'il y a une multitude de gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont plein d'idées, qui ont plein de capacités, et que tous ces gens-là aujourd'hui sont tous réduits ou à la misère ou au silence, et que c'est pas normal. Il faut absolument sortir de ce schéma ancien qui n'a plus rien à faire dans notre monde. Il faut lancer ce nouveau monde. Voilà ce que je voulais dire, et Jean-Christophe, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, moi pour aller dans votre sens, Eric, ce que je voudrais dire, c'est que la France, c'est un pays où est parti plein d'inventions. Ouais. On n'a pas loin d'ici les frères Montgolfier, Oui. qui ont été les premiers à voler.
On a Niepce et Daguerre qui nous ont fait la photo. Ouais. On a les Frères Lumière qui nous ont fait le cinéma. Denis Papin. Pascal. Pascal. Hein, on pourrait sortir. Lavoisier. On a dans ce pays des esprits extraordinaires. Et vous savez pourquoi? Oui, parce qu'on a une langue extraordinaire. Exactement. Et elle permet la transmission du savoir. Elle permet la multiplication des concepts et le développement de l'esprit. C'est pour ça que nos adversaires se donnent autant de mal pour nous avilir. Et pour détruire l'éducation nationale. Oui, absolument. Et le génie français, depuis 20 ans, il est en chute libre. Bah, c'est normal. Au lieu de consacrer du temps aux enfants pour leur faire découvrir les mystères de l'univers, de la science naturelle, toutes ces choses intéressantes, hein, on leur fait quoi? La théorie du genre. Hein, quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? 11 vaccins. Ouais. Mais c'est pas bon pour le cerveau, l'aluminium, ils le savent, hein, vous inquiétez pas. Bien sûr, ils le savent. Donc je veux dire, aujourd'hui, on a des gens qui cherchent à nous avilir pour mieux nous dominer, pour nous soumettre et nous utiliser comme des esclaves. Tout à fait. Et c'est pour ça que je crois que la France est le pays le plus adapté pour initier le changement, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis pour initier un second concept tout de suite derrière, qui est celui de ce que vous appelez en termes modernes, parce que vous êtes jeune, l'open source, que moi j'appelle le bien commun. Parce que le bien commun, c'est tout sur la place publique. Et que si une invention fait que tous les Français vivent heureux, pourquoi priver les Chinois? Pourquoi priver les Africains, les Arabes? Absolument. Et donc je crois que le vrai concept du futur, c'est que la France initie un concept de paix mondiale. Tout à fait. Et la paix, elle viendra avec un équilibre de tous les continents, avec un équilibre de tous les peuples, avec un droit égal à tous les peuples. Et je crois que la France peut initier cela et qu'elle est le pays qui pourra le mieux le faire. Et je voudrais ajouter quelque chose sur notre communauté scientifique. J'ai eu la chance et la malchance en même temps d'avoir pu côtoyer beaucoup de scientifiques, dont certains de haut niveau et dont certains célèbres. J'en ai côtoyé 2, dont je ne peux pas citer le nom ici, parce qu'ils ne seront pas forcément d'accord, mais je les ai quand même côtoyés. Et ce que j'ai appris à leur contact, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, ils suivent l'argent. Bien sûr. Ils suivent les crédits de recherche. Ils sont manipulés par ça. Donc Macron et ses prédécesseurs ont eu l'idée géniale de faire le crédit impôt recherche qui attire chez nous tous les scientifiques avides de fric, puisque la moitié des recherches sont remboursées. Oui. Donc on peut plus... Et ils financent plutôt ceux qui vont dire ce qu'on attend d'eux, que ceux qui risquent de remettre en question. Alors on fait avec le glyphosate qui est un truc toxique, cancérigène, mortel, qui tue nos agriculteurs, qui mettent des combinaisons pour le pulvériser. Mais non, on nous en met dans la bouffe. Mais les scientifiques ont dit que c'était sans danger parce qu'on était en dessous des doses admissibles. Ensuite, ils nous ont fait le même coup avec les OGM. Donc on a donné à bouffer leurs OGM à des hamsters, il y a un scientifique français qui... Mais il y a plein d'études. Et les hamsters ont développé des cancers atroces. Tous. Et aujourd'hui, un grand nombre d'enfants atteints de cancer à l'âge de 3, 4, 5 ans, c'est normal, ça. Parce que leurs parents bouffaient des OGM. Mais ça, jamais on le reconnaîtra. Absolument. Et puis je peux continuer la liste aussi avec le réchauffement climatique. Alors je ne sais pas si vous avez passé le même hiver que moi, vous tous, hein, mais franchement c'est pelé cet hiver. Hein. Et pourtant on habite en Ardèche ici. Hein. Donc on est quand même dans le sud. Oui, mais ils sont capables de vous expliquer que s'il fait plus froid, c'est à cause du réchauffement. Mais on sait que la banque Rothschild est un des principaux émetteurs de titres sur la taxe carbone. Donc là, on commence à comprendre en fait ce qui s'est passé. Oui. On se dit, les banquiers, on dit, ben, vous filez du blé, vous dites qu'il y a un réchauffement climatique, et puis nous, on va mettre des portails écotaxes. Tout à fait. Mais il y a plein de scientifiques. Et ça fonctionne comme ça. Il y a plein de scientifiques qui dénoncent cette supercherie. Oui, mais on les a étouffés. Mais c'est aussi extraordinaire que la loi qu'a passée Macron, qui est absolument un record absolu, c'est de faire une loi qui prescrit un droit imprescriptible. Oui. C'est quelque chose, quand on veut bien seulement y réfléchir, alors maintenant il ne reste plus qu'une solution, c'est de s'adresser à l'Académie française et de changer le sens du mot imprescriptible. Ou alors parce que c'est un non-sens absolu. Ils ont conçu leur plan en sachant très bien qu'il allait avoir un coup d'arrêt brutal, soit par une crise économique, soit par une guerre. Donc ils se sont dit, il nous reste tant de temps pour pressurer le pays. Et ils sont en train de prendre le maximum. Et aujourd'hui, on est le 17 mars. Je ne serais pas étonné que dans les jours qui viennent, il y ait une attaque américaine qui soit lancée sur la Syrie qui déclenche un conflit. Je sais pas. Je demande de vérifier. Je sais pas, parce qu'il semble que Donald Trump soit plutôt
en train de remettre en question beaucoup de choses. Alors pour faire un peu de géopolitique, de ce que j'ai vu tout à l'heure sur l'excellent site Sputnik de réinformation, il y a des batteries de missiles qui sont en train de prendre position en vue d'une attaque sur les sites gouvernementaux de la Syrie. Ah. Donc ça déclencherait, si ça se faisait... Ça pourrait déclencher le guerre. Ça pourrait. Et quand on sait que les gens qui cherchent à déclencher ce conflit pensent qu'on est trop nombreux... Oui, et puis...